Bonjour. Donc je nous présente la société Ovesia. Donc Florence Marquer, donc je suis la présidente de la société, et à mes côtés Maxime Thomas qui est le responsable technique. Donc nous allons vous parler aujourd'hui de maîtrise de l'énergie, tout en améliorant le bien-être au travail des salariés. Et on vous fera un retour d'expérience dans un EHPAD public dans lequel on a travaillé il y a 3 ans, enfin, qui maintenant continue à faire des économies d'énergie. Donc pourquoi déjà réduire sa consommation d'énergie? Pour plein de bonnes raisons, des raisons économiques, bien évidemment. Mais aussi pour des raisons environnementales. Ça fait partie de la démarche environnementale de l'EHPAD de réduire ses consommations d'énergie. Pour des facteurs aussi d'image et d'ancrage dans le territoire, parce que souvent les EHPAD sont ancrés dans un territoire et donc ont des résidents qui viennent de pas très loin. Et donc les familles sont aussi sensibles aux aspects environnementaux, disons à la démarche environnementale de l'EHPAD. Et aussi pour mobiliser le personnel, parce que la façon dont on va vous le proposer fait que le personnel s'engage et le fait de façon très favorable. Enfin, en tout cas, est content de travailler sur ce genre de projet. Donc la performance énergétique, c'est quoi? C'est effectivement, il y a 3 façons de réduire ses consommations d'énergie, essentiellement. Donc il y a l'efficacité passive, donc c'est l'isolation du bâti, c'est faire des travaux qui vont avoir un coût très élevé et qui vont avoir un rendement effectivement intéressant de 40%, mais en fait, le retour sur investissement va être de l'ordre de 25 ou 30 ans. Vous avez l'efficacité active qui va être à la fois travailler sur les équipements, bien régler les appareils et aussi avoir des appareils et des équipements économes en énergie. Et puis la partie efficacité active comportementale et tout ce qui est lié à l'activité humaine, dont on va vous parler plus précisément aujourd'hui, qui peut, selon les statistiques de l'ADEME, durablement permettre d'économiser 15% de sa consommation d'énergie, ce qui est quand même significatif. Parce que dans un EHPAD, souvent, enfin, on tourne vers 80 € de consommation d'énergie. Donc 15%, c'est quand même, ça représente quand même une part importante de ces frais. Et avec un retour sur investissement immédiat, puisqu'il s'agit de mettre en place des actions qui vont être immédiatement efficaces. Donc notre métier d'Ovesia, c'est vraiment de regarder tous les aspects de l'efficacité énergétique, donc les aspects techniques. Pour ça, on va choisir des partenaires techniques qui vont dépendre effectivement de l'entreprise dans laquelle on travaille, de l'établissement dans lequel on travaille. Des aspects financiers, donc on monte les dossiers pour obtenir les subventions, les aides, les certificats d'économie d'énergie pour réduire le coût du projet d'efficacité énergétique, et les aspects humains qui concernent donc l'accompagnement de tout ce projet. Et on va vous expliquer comment et pour quels résultats. Donc maintenant, on commence vraiment, on est basé à Nice, donc en région PACA, on commence vraiment à être reconnu comme un acteur incontournable de l'efficacité énergétique par les comportements. Donc comment faut-il s'y prendre? Bon, c'est quoi en fait l'efficacité énergétique par les comportements? Donc les retours d'expérience sur les premiers bâtiments HQE qui ont été, donc c'est haute qualité environnementale et basse consommation qui sont construits. Les architectes le constatent. Dès qu'ils mettent dès qu'on met de l'activité humaine dans ces bâtiments, ils consomment en général à peu près le double
de ce pourquoi ils ont été conçus. Donc ça, c'est des retours vraiment généraux. Ça veut dire qu'il faut vraiment différencier la performance théorique, souvent c'est 50 kWh par mètre carré par an, et la performance active qui peut aller jusqu'à 92-93 kWh très facilement si on ne fait rien de particulier pour accompagner les personnes. Les études montrent vraiment que les automatismes, d'abord les automatismes c'est important, mais on ne peut pas en mettre partout, sinon ça devient très très cher, et puis c'est pas forcément efficace, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Donc il est important aussi de travailler sur les comportements, et notamment dans les contrats de performance énergétique, de plus en plus maintenant on voit des clauses comportementales. C'est vrai qu'on peut améliorer un contrat de performance énergétique grâce à des actions comportementales. Donc des chercheurs se sont penchés, des chercheurs en psychologie sociale se sont penchés sur la question. Il y a eu plusieurs études, bon je vous en cite deux, et puis même nous-mêmes nous faisons de la recherche aussi dans ce domaine avec un laboratoire en psychologie sociale. Donc des études ont montré que déjà connaître sa consommation en temps réel par rapport à la connaître un mois après avec la facture qui arrive apporte une nette amélioration. On peut gagner facilement 10% de consommation d'énergie rien qu'en communiquant la consommation aux utilisateurs donc en temps réel. Également, il y a des études dans les hôtels notamment qui sont faites, et nous-mêmes nous emmenons dans des hôtels. On utilise des normes sociales pour engager les clients dans leur chambre à avoir des comportements éco-responsables. Et on a vraiment des résultats puisqu'on peut améliorer de 25% à peu près le comportement d'un client à qui on demande d'éteindre toutes les lumières de sa chambre, par exemple, en sortant. Naturellement, sans message, il y a 60% des clients qui éteignent ces lumières. Et avec le meilleur message, on arrive à 84%. Donc rien qu'avec un morceau de papier et un message bien écrit par un psychologue, on arrive à obtenir des résultats importants. Donc concrètement, vous pouvez agir, enfin les entreprises peuvent agir de plusieurs façons. Donner des instructions, c'est pas forcément la bonne solution parce que on n'a pas forcément envie de recevoir des instructions de son patron. Donc ça marche quand le patron est là, quand le directeur est là, et puis quand il est pas là, forcément on oublie, puis on a d'autres priorités. C'est pas forcément efficace. Sensibiliser aussi, c'est important. Ça donne de l'information, expliquer aux salariés comment consommer l'énergie et quels sont les éco-gestes. C'est un point important que l'on pratique, mais ça n'est pas suffisant parce qu'on ne s'engage pas toujours pour des bonnes raisons bien rationnelles. Donc, il faut utiliser d'autres techniques. Donc, quelques notions sur l'engagement. Bien souvent, on est engagé par un premier acte. Donc, commencer par des petits actes faciles à mettre en œuvre. On a commencé à faire quelque chose, donc on ne veut pas non plus revenir sur ce qu'on a commencé à faire, donc on va continuer à aller plus loin. La décision de faire un acte aussi doit être librement consentie. Si on vous oblige à vous arrêter de fumer et que si vous décidez de vous arrêter de fumer, c'est différent. Il est plus engageant aussi d'agir sur le regard des autres, c'est-à-dire en collectivité. Prendre un engagement dans le cadre d'un groupe, c'est beaucoup plus engageant. Et aussi, les actes doivent être répétés plusieurs fois parce qu'il faut changer les habitudes. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire prendre de nouvelles habitudes et de ne plus parler de comportement, mais de nouvelles habitudes de consommation. Donc, les clés du succès d'un projet de maîtrise de l'énergie, c'est effectivement avoir une vision sur le long terme, c'est diagnostiquer avant d'agir,
Donc on va vous expliquer avec un cas concret la méthode que l'on utilise. Communiquer, sensibiliser, c'est important. Faire émerger des solutions, donc rendre les personnes actrices et acteurs du plan d'action. Maintenir la volonté managériale, c'est important. Les chefs d'équipe, la direction doivent rester exemplaires et intégrer la performance énergétique dans tout le système de management de l'entreprise. Donc, un retour d'expérience concret dans un EHPAD qui est situé dans le Var et qui est un EHPAD public, donc qui avait 62 lits, 49 agents. Et donc, sa consommation annuelle, 800 000 kWh. Donc, on a procédé comment? On fait un double diagnostic, un diagnostic énergétique, donc pour comprendre comment est consommée l'énergie, et un diagnostic comportemental. Donc là, c'est vraiment le point important. Donc, je vais vous expliquer comment. Des ateliers pratiques, et ça permet de définir un plan d'action qui va être à la fois des actions issues de solutions techniques que l'on aura pu identifier et de solutions comportementales qui auront été décidées et proposées par les salariés. Donc le double diagnostic, donc comme bien comprendre donc la répartition de la consommation. Donc là on vous a mis la consommation d'électricité parce que il y avait aussi du fuel pour le chauffage. Mais là, on savait que c'était un usage chauffage et eau chaude sanitaire, donc on avait les informations. Par contre, bien souvent, un EHPAD, il a sa facture d'électricité et c'est tout. Il ne connaît pas la répartition, il ne sait pas exactement comment est consommée. Donc, il y a besoin de comprendre comment est consommée l'énergie. Et puis, parallèlement, nous faisons un diagnostic comportemental. Donc avec deux types de questionnaires. Un premier questionnaire général, donc qui va vraiment qui va permettre de comprendre les motivations et les freins des personnes et qui va permettre de comprendre l'intérêt des agents et des salariés pour la démarche environnementale de leur établissement. Et un deuxième questionnaire qui va vraiment être beaucoup plus détaillé, où on va demander aux personnes ce qu'elles font déjà pour préserver l'environnement sur leur lieu de travail, ce qu'elles aimeraient faire, qu'est-ce qu'il faudrait modifier sur leur poste, et leurs croyances aussi à leur avis, qu'est-ce qu'ils consomment moins, est-ce qu'un tel geste consomme beaucoup ou pas. Donc on va vraiment avoir une idée bien précise de ce que pensent et de ce dont les agents peuvent avoir envie. Ça va être analysé par un psychologue. Et ça va donner vraiment lieu à un rapport qui, en général, intéresse beaucoup le directeur d'établissement parce qu'il va bien comprendre comment ces équipes voient la démarche environnementale de l'établissement. Donc les résultats, ça nous donnait donc un intérêt des salariés pour d'une part la préservation de l'environnement. On voit que majoritairement, ce qui est amusant, c'est que souvent dans les entreprises dans lesquelles on intervient, quand on interroge le directeur au début, il dit oh oui mais mes salariés ils s'en fichent, ça les intéresse pas, je leur demande d'éteindre la lumière, ils le font pas. Donc on a souvent un a priori comme quoi ça n'intéresse pas les personnes. Or quand on les interroge, vraiment majoritairement ils sont intéressés par ces sujets. Donc les économies d'énergie, l'écologie, c'est vraiment des sujets qui les interpellent. Ça les surprend d'ailleurs quand on leur donne un questionnaire pour leur demander si ces sujets les intéressent. Et ils sont demandeurs, alors souvent d'améliorer le tri des papiers, des emballages, des déchets. Donc dans les EHPAD, évidemment, naturellement, tout ce qui est dasserie est déjà bien trié. Mais le reste n'est pas forcément bien trié. Donc c'est vrai qu'ils font le tri chez eux. Donc ils ont effectivement, c'est une notion qui est beaucoup plus proche de la préservation de l'environnement que la consommation d'énergie. Mais la consommation d'énergie est également un sujet qu'ils envisagent avec, ils en entendent quand même parler. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un sujet qui les intéresse.
Et ils ont conscience qu'il y a des abus. Et que donc ils sont demandeurs, et ils sont demandeurs de formation, d'information, parce qu'ils savent pas forcément quel choix retenir, quelle solution. Est-ce qu'il vaut mieux baisser les stores et mettre la clim, ou est-ce qu'il vaut mieux et du coup éclairer, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser venir la lumière du jour et mettre plus de clim. Voilà, donc c'est des questions comme ça qu'ils se posent. Et donc, ils ont besoin d'informations, ils sont demandeurs. Ensuite, avec tous ces éléments de diagnostic, on va monter des ateliers. Donc, ce sont des ateliers de 2 heures par métier. Et là, on constate généralement, on va leur donner un minimum de l'information. Donc, les informations sur les éco-gestes. Et surtout, ils vont passer du temps à réfléchir en sous-groupe sur ce qu'ils pourraient proposer de modifier sur leur poste de travail, quelles idées ils ont pour mieux préserver l'environnement sur leur lieu de travail. Et en général, on a beaucoup plus d'idées que de participants. Donc là, dans cette EHPAD, on avait eu 54 idées pour 40 participants aux ateliers. Un très fort engouement, les gens étaient vraiment très contents. C'est des débats très animés, des échanges entre les équipes du matin, les équipes de l'après-midi. Ça permet de bien faire prendre conscience que chacun a son rôle et que donc il y a besoin de coordination sur le sujet, coordination entre la lingère et les équipes de soins qui utilisent le linge. Voilà. Donc on traite des sujets aussi d'organisation du travail, pas uniquement simplement éteindre la lumière en sortant du vestiaire, mais aussi quelle dotation de linge peut-on utiliser, comment peut-on mettre en place une utilisation rationnelle, tout en respectant les règles de sécurité et d'hygiène, bien entendu, mais sans abus. Et donc c'est un projet qui vraiment a rassemblé tout le monde. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que la grande majorité des actions qui ont été proposées étaient des actions simples. Et c'est toujours le cas dans les entreprises. Quand on demande aux gens, il y a des actions simples, de bon sens, qui vont être proposées. Donc là, je vous ai mis un exemple de plan d'action qui était intervenu dans cette EHPAD. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir des actions immédiates pour chaque service. Chaque métier doit être concerné, tout le monde, y compris la direction, qui doit chacun doit avoir sa participation. Et donc, on va communiquer ce plan d'action. Il y a des actions qui vont être menées à plus long terme, parce qu'elles vont nécessiter une petite réorganisation ou elles vont nécessiter un petit investissement pour une modification d'un équipement, et qui vont être mises en place à plus long terme. Ce qui est très important après, c'est de communiquer ce qu'on appelle un top départ, c'est-à-dire à partir de maintenant, voilà, on recommunique à l'ensemble des agents les actions qui ont été décidées, validées par la direction et qui donc vont être mises en place. C'est à partir de maintenant, on se comporte comme ça dans cet établissement. Et ici aussi, je vous ai mis ce qui a été mis en action complémentaire, parce qu'on y est retourné, Maxime va vous donner les résultats chiffrés d'économie d'énergie. Et en fait, on y est retourné 2 ans après, et on s'est aperçu qu'ils avaient trouvé de nouvelles actions tout seuls. Donc ça veut dire que la dynamique avait vraiment été lancée, qu'ils ont joué le jeu. La direction a bien soutenu l'action et a joué le jeu aussi. Et du coup, la motivation est restée sans avoir besoin de faire de piqûres de rappel. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir que d'autres actions ont été trouvées par la suite. On a soutenu aussi l'action en proposant une affiche qui était vraiment personnalisée, qui représente tous les mots et toutes les valeurs qu'avaient identifiées les agents lors des questionnaires de diagnostic comportemental. Et donc on leur a proposé plusieurs formats d'affiches, et ce sont eux qui ont choisi l'affiche qui leur a le mieux plu,
Ils ont choisi le slogan. Et donc, ces affiches ne sont pas imposées par la direction. Elles ont vraiment été, elles sont là pour rappeler l'engagement de chacun. Donc, c'est à moi maintenant. Donc, bonjour à tous. Je suis responsable technique chez Ovesia. Donc, je m'occupe de toute la partie justement recommandation technique chez nos clients et du suivi énergétique. Donc on vous a présenté notre méthodologie et le plan d'action qu'on met en place dans des EHPAD. Et donc vis-à-vis des économies qu'on peut réaliser, donc on a à la fois des économies sur les énergies mais également sur l'eau, grâce à plusieurs actions. Donc par exemple pour l'eau, sur des actions sur l'utilisation du linge ou sur des éco-gestes lors de la toilette. Donc tout ce type d'actions sont des actions issues, comme on vous a dit, des ateliers menés avec les employés. Et également certaines actions techniques qui, elles, sont issues à la fois d'idées des agents de maintenance sur place et qui vont également être validées avec notre prestataire technique où on va en discuter directement avec eux en interne. Donc sur les consommations d'eau, on peut voir qu'on a réussi à réduire les consommations de l'ordre de 25%. Donc ce sont des réductions qui durent dans le temps. Également sur le fuel, on voit sur les 4 mois d'hiver de 2015 à 2014-2015, qu'on a une réduction de l'ordre de 12% en moyenne. Donc il faut savoir qu'on a réalisé ces calculs en prenant une base comparable. Donc évidemment, on ne prend pas seulement les chiffres de la facture, on va comparer avec les données climatiques. Si un hiver est plus doux que l'année précédente, on va considérer cette donnée dans nos calculs. Ce n'est pas parce que la facture est plus basse qu'on a forcément réalisé des économies. Donc ça, c'est sur la partie eau et fuel, donc ils sont directement liés, hein, évidemment. Si on réduit la consommation de chaude sanitaire et ou la consommation de chauffage, on va directement faire diminuer la consommation de fuel. Donc maintenant sur la partie électricité, donc vous pouvez voir sur le graphique en dessous, le lancement de notre projet Énergie Attitude était en mai 2013. Donc sur la première année, on a fait une réduction de 10% des consommations. Et ensuite, cette réduction est passée à 13%, 12%. Donc c'est également une réduction qui dure dans le temps. Donc le type d'actions qui ont été menées sont à la fois sur les gestes travail. On a également des actions sur l'organisation du travail, notamment sur la cuisine. En réfléchissant en atelier, on s'est rendu compte qu'on pouvait par exemple augmenter la fréquence de préparation et donc diminuer les stocks. Ça évite à la fois de gaspiller de l'énergie sur la consommation du réfrigérateur et sur les fours lorsqu'il faut réchauffer les repas. Donc voilà, ce sont, comme Florence l'a dit, des actions relativement simples. Également, d'autres actions ont été lancées, notamment sur l'éclairage, pour passer une partie d'éclairage en LED, ou également grâce au pré-diagnostic sur l'électricité qu'on avait effectué, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte consommation due à l'utilisation de la calandre, donc sur le repassage du linge. Et on a pu réorganiser un peu le repassage du linge pour réduire la consommation électrique. Oui, donc le directeur de l'EHPAD a malheureusement pas pu venir. Il est resté enfin, il a eu un empêchement. Mais bon, il nous a communiqué son témoignage et vraiment, lui, il a été très satisfait parce que ça permet
de réduire à moindre coût effectivement 12% sans vraiment d'investissement. Et ce qui l'a aussi un peu bluffé, c'était toute la partie lien social que ça a créé entre les agents. Et donc il était vraiment très satisfait de la façon dont ça se passait. Donc c'est vrai que c'est un aspect qu'on constate même parce qu'on ne travaille pas que dans des EHPAD, on travaille aussi dans des petites industries ou dans d'autres, dans le secteur du tertiaire. Mais systématiquement, c'est un point commun que l'on retrouve, c'est le plaisir des salariés à s'engager dans cette démarche. Il suffit juste après que la direction soutienne la démarche et montre aussi sa motivation. Mais bon, ça c'est comme dans tout projet, hein, l'impact de la direction est toujours très important. Mais c'est vrai que le fait, c'est reconnaître aussi les efforts et toutes les actions menées par l'ensemble des salariés. Mais c'est vraiment un projet très fédérateur. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur la méthodologie, sur les résultats, Je vois qu'il y a des... Vous êtes vous-même dans des établissements de santé. Est-ce que vous avez déjà entrepris des actions dans ce domaine ? Bonjour. Moi, je voulais savoir en fait le délai de mise en œuvre en fait sur cette opération, par exemple, puisque c'est des opérations qui passent par des méthodes d'appropriation. Entre la décision de la direction d'aller dans ce projet, la mise en œuvre et puis les premiers résultats, c'est à peu près quel délai? Alors en moyenne, ça s'étale sur 3 mois. On l'a fait parfois en 2 mois et parfois en 4 mois. Voilà. Donc je dis raisonnablement c'est 3 mois. Donc le temps de faire le diagnostic comportemental, bon, ça peut faire entre 6 semaines et 2 mois. Parce qu'il faut laisser le temps aux personnes de répondre aux questionnaires, bon, qui peuvent être soit en ligne, soit papier, parce que tout le monde ne dispose pas d'un ordinateur. Le temps de l'exploiter. Et puis ensuite, les ateliers, on les étale sur 1 mois, on obtient le plan d'action et le top départ. On fait après un petit suivi pendant 6 mois à peu près pour s'assurer que les points d'ancrage correspondent bien à la façon de manager de l'entreprise. Parce qu'en fait, toutes les entreprises n'ont pas le même mode de fonctionnement. Il y en a qui sont très budget, il y en a d'autres qui sont plutôt tradition orale, il y en a qui sont réunions, etc. Donc on leur met des points d'ancrage qui correspondent à leur style de management. On leur invente pas un reporting ou un style de management. On regarde, c'est pour ça qu'on a quelques entretiens aussi avec la direction pour bien comprendre comment ils managent pour que le suivi des résultats s'ancre dans leur façon déjà de manager. Ça, c'est très important. Voilà, donc c'est à peu près la durée. On organise aussi des opérations collectives de mise en place de systèmes de management de l'énergie. Donc là, avec l'EHPAD avec lequel on a travaillé, on est allé plus loin. Maintenant, on leur a mis de la mesure et donc on travaille vraiment sur toute la mise en place de la norme ISO 50001, qui est la norme de mise en place du système de management de l'énergie. Et donc là, on obtient des subventions de l'ADEME et de la région qui sont très favorables à ce type d'opération. Et là, ça prend un peu plus de temps. Sur une opération collective, bon, là, ça va prendre 2 ans, mais c'est un projet plus complet. Bonjour, j'avais vu dans un autre EHPAD qu'ils avaient aussi intégré les résidents en fait avec une charte. Les résidents s'étaient aussi engagés à
à faire des petits gestes au quotidien pour améliorer la maîtrise de l'énergie. Quid dans cet EHPAD ou dans votre travail? Alors ils sont pas arrivés jusque là, puis en plus le niveau de dépendance a augmenté depuis, donc c'est pas avec forcément tous, évident. avec les moins. Mais oui, c'est ça. Donc l'animatrice, effectivement, aussi, ça, on envisage effectivement maintenant qu'on retravaille avec eux, de voir avec elles comment créer quelques animations sur le sujet pour intégrer aussi les résidents qui le peuvent. Oui, on est d'accord. Vous avez abordé le côté comportemental et vous avez effleuré côté équipement. Vous avez parlé de changement de lampe LED, etc. Est-ce qu'on pouvait en dire un petit peu plus sur l'impact que ça a en économie et puis en investissement qu'il doit y avoir pour pouvoir changer les éclairages de luminaire classique à du LED? Alors là, en fait, on l'a fait. Tu as l'information sur. On n'a pas le détail de cette parce qu'on n'avait pas encore mis de mesures, donc on n'a pas ce détail. On va l'avoir là dans l'opération collective qu'on est en train mais qu'on a démarré début janvier. Bon, c'est vrai que les LED, ça peut aller jusqu'à 30% d'économie, donc c'est quand même important. Mais ça, c'est plus nos partenaires techniques qui vont le décider. On est sur des temps de retour d'investissement de l'ordre de entre 3 et 5 ans sur les LED en général, en incluant des certificats d'économie d'énergie. Malheureusement, ils ne sont pas très très élevés, les certificats d'économie d'énergie, sur tout ce qui est éclairage. Est-ce qu'on a répondu aux attentes que vous pouviez vous poser, aux questions que vous pouviez vous poser par rapport au sujet? Est-ce que c'est un sujet qui vous semble d'actualité dans vos établissements? Est-ce que vous en avez déjà discuté avec vos agents, vos salariés de ces questions? Non? Et vous pensez, vous savez à peu près comment ils réagissent ou... Le diagnostic comportemental vraiment est très intéressant parce que il va réconcilier souvent les salariés avec la direction, puisqu'en fait souvent les managers, les chefs d'équipe vraiment pensent qu'ils ont des équipes qui sont pas très motivées sur ces sujets, et ils découvrent que vraiment c'est un sujet qui intéresse les salariés. Donc c'est vrai que le fait de faire ce diagnostic comportemental met des chiffres et des réponses concrètes, et ça c'est quand même très intéressant. Si vous voulez plus de renseignements ou si vous voulez d'autres plaquettes, parce que je ne les ai pas toutes apportées, vous pouvez nous rejoindre sur notre stand au Village Développement Durable. Donc on vous accueillera avec plaisir pour vous expliquer, pour répondre à vos questions.